Bonjour et merci d'être là. Excusez-nous d'être en retard parce qu'on a eu un petit problème avec le premier débat, mais qui s'est aisément rattrapé. Et bienvenue donc dans ce second débat de la Biennale d'architecture et de paysage qui s'intitule « Le grand retour des villes moyennes ». Ça a été une des grandes chances de la pandémie, si on peut dire qu'il y en a une chance, une des rares chances que nous a offerte la pandémie, c'est effectivement, depuis 2 ans, cette espèce de grand retour vers les villes moyennes qu'on a pu observer. Alors que jusqu'ici, les gens de plus en plus se massaient dans les grandes agglomérations, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Nantes. De plus en plus, sous la pression immobilière, pour fuir les transports épuisants, la pollution urbaine, et évidemment, du fait de la pandémie, beaucoup de gens sont allés chercher du côté des villes moyennes leurs rêves, un 2 pièces de plus, un bout de jardin et peut-être une vie plus douce. Du coup, à moins d'1 heure de très grandes agglomérations, des petites communes jusqu'alors inconnues comme Genasse, comme Sérignan, comme Lavore, près de Toulouse, ont commencé à faire rêver. Et du jour au lendemain, des sous-préfectures jusque-là un peu méprisées ou ignorées, comme Senlis, comme Rochefort, comme Libourne, comme Saintes ou Figeac, ont aussi suscité un engouement tout à fait inédit. Quant aux villes moyennes chics, comme Vierzon, comme La Rochelle, comme Vannes, comme Angers, elles sont devenues effectivement, elles aussi, si chères que beaucoup de gens sont allés un peu plus loin. Je pense par exemple à une commune comme Questembert, près de Vannes, qui est à 30 km de Vannes, à l'intérieur des terres bretonnes, et qui tout d'un coup a connu un succès absolument phénoménal. Donc il se passe un phénomène tout à fait nouveau. Donc alors, est-ce que ce phénomène est conjoncturel ou profond? Est-ce qu'il ne touche que certaines catégories de population ou au contraire toutes les populations? Est-ce qu'il ne concerne que certaines zones géographiques? La frontière entre zones urbaines et zones rurales est-elle devenue complètement différente? Est-ce qu'elle est en train de s'estomper? Et en quoi ce mouvement traduit-il en fait un nouveau désir de vie et de ville? Ce sont ces questions que nous allons voir avec nos 4 invités aujourd'hui que je vous présente. Je vais faire dans l'ordre. Yann Verling, bonjour. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge de la transition écologique, du climat et de la biodiversité. Caroline Cailleux, vous êtes maire de Beauvais, présidente de l'association Ville de France. Philippe Madec, vous êtes architecte, spécialiste de l'architecture écologique et vernaculaire. Et enfin, Jean-Christophe Fromentin, vous êtes maire de Neuilly et président du collectif villemoyenne.org. Alors Philippe Madec, si vous le voulez bien, on a décidé cette année de commencer tous nos débats par une présentation en images et des cas concrets justement pour être vraiment dans le cœur du sujet dès le début. Et donc Philippe Madec, vous avez eu l'amabilité de nous préparer un document et une présentation sur notre sujet avec justement des exemples concrets dont vous êtes occupé et que vous allez nous montrer maintenant. Je vous remercie d'avoir proposé finalement cet apéritif à notre échange. Val-de-Reuil, dernière ville nouvelle française, aujourd'hui 14 000 habitants. Val-de-Reuil qui a vécu une période extrêmement compliquée avec la fin des 30 Glorieuses et même une situation totalement dramatique jusqu'à ce que finalement 2 municipalités fassent revivre cette ville inachevée et participent à son achèvement en cours. Ce dont je vais vous montrer là quelques petites images d'un écoquartier qui est donc à Val-de-Reuil, qui s'appelle l'éco-village des Noé, qui est aujourd'hui labellisé au niveau 4, je vais revenir sur ça juste après, qui est aujourd'hui labellisé au niveau 4 et qui a fait l'objet en fait de 2 suivis, l'un du WWF au titre de One Planet Living, et donc et aujourd'hui donc ce n'est pas écrit niveau 4, mais on est bien au niveau 4, c'est-à-dire que la façon dont ce quartier est vécu aujourd'hui est absolument exemplaire aussi. Alors, tout ça s'inscrit dans une logique qui est celle du manifeste de la frugalité heureuse et créative que j'ai co-signé avec Dominique Gozin-Muller et Alain Bornarel il y a maintenant 4 ans, qui est devenu un mouvement international. Plus de
14 000 signataires venant d'à peu près tous les pays. Et une des dernières choses que nous avons publiées est cet ouvrage qui s'appelle Commune frugale, la révolution du ménagement. Et je pense que je vous ai mis cette image-là parce que sans doute qu'une des questions à venir est... Vous avez bien dit du ménagement. Du ménagement. Et pas de l'aménagement, on en reparlera tout à l'heure. C'est ça. Et aussi de communes, parce que finalement, dans les échanges, et y compris la façon de présenter les thèmes, la question de la ville, aujourd'hui, est re-questionnée, y compris par les portraits officiels que sont les statistiques, pour faire revenir finalement la notion de commune qui est sans doute plus pertinente pour parler de l'établissement humain que simplement l'opposition ville-rurale, mais on va y arriver par la suite. Donc voilà, cet éco-quartier des Noé, cet éco-village, est un village social, sont 100 logements sociaux à la fois en accession et en location, c'est de l'individuel et du collectif. C'est un écoquartier qui est aussi mixte, avec une crèche municipale, une cuisine municipale, une halle publique, une chaufferie urbaine au bois, de plaquettes qui sont des plaquettes. On est en Normandie, donc la production est évidemment toute proche, mais aussi une pratique horticole et une pratique de jardinier sur ce site, avec une maison des jardiniers, des jardins familiaux, une horticulture bio pour la réinsertion sociale. Et puis, je vous verrai cette petite cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que c'est qu'un asdinobus ? Et tout ça crée un parc urbain, qui est le parc urbain des Berges de l'Eure, qui vient du fait que donc, on est dans la vallée de la Seine. L'Eure est un des affluents de la Seine. Et quand la Seine déborde, l'Eure déborde. Et le site sur lequel nous sommes est un site qui est effectivement, dans le cadre des débordements de l'Eure depuis longtemps, objet de ces débordements. Alors nous avons une posture qui est une posture très simple, et cette phrase de Brecht, c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « On parle toujours de la violence du fleuve et jamais de celle des berges qui les enserrent ». Et Brecht a tellement raison que nous savons bien qu'il ne faut pas dire à la nature, et surtout il ne faut jamais dire à l'eau « Tu ne viendras pas ». Parce que l'eau viendra, elle est plus forte, elle est plus belle, elle est plus nourricière que tout ce que nous savons ou nous essayons de faire pour l'empêcher de venir. Donc ce projet a été construit sur la possibilité de crues décennales qui sont gérées par un bras de dérivation qui sert de frayère à Brochet, par ensuite tout un dispositif qui accueille et les crues trentenales et les crues centenales, évidemment. Et donc ici, vous avez une somme de photos qui montrent sur la droite, eh bien, quand l'eau arrive parce que ça déborde, elle est la bienvenue. Et le quartier et le parc des Berges de l'Eure continuent à fonctionner. Quand l'eau n'est plus là, le paysage est magnifique, à la fois parce que, bien sûr, c'est un paysage où le végétal est un végétal de zone humide, et aussi parce que, finalement, tout ce qui est donné pour l'extension des eaux sert d'espace de jeu. Et vous voyez le gamin qui joue au foot ici avec sa mère qui l'accompagne, joue au foot dans un endroit, c'est une image du milieu, qui est inondé. Et je veux dire, les gamins sont très contents quand c'est inondé aussi, parce que c'est une grande flaque, c'est une grande mare. Et donc l'eau ici est omniprésente, mais pas que l'eau. Bien sûr, c'est un urbanisme bioclimatique, c'est un urbanisme qui prend en compte d'autres éléments de la nature que seulement l'eau. Donc le hameau voisin, qui est le hameau de Léry, est un hameau qui s'est historiquement installé en mettant les maisons perpendiculaires à la rue de telle façon qu'elles opposent leur face nord au grand vent de cette vallée de la Seine. Et donc on a repris cette disposition-là, qui est d'ailleurs la disposition que l'atelier de Montrouge avait aussi pris quand ils ont dessiné l'éco-village des Noé. Et donc on fait ce travail-là aussi de telle manière d'apporter 2 heures de soleil au 21 décembre. Et on sait très bien qu'avec des logements traversants, avec 2 heures de soleil au 21 décembre, une bonne isolation par l'extérieur et de l'inertie à l'intérieur, eh bien, il n'est pas nécessaire de se chauffer en hiver. Et effectivement, quand les gilets jaunes sont arrivés là et qu'on a essayé de comprendre comment finalement on pouvait vivre sans avoir à dépenser de l'argent pour l'énergie, les télévisions sont allées voir comment comment les habitants vivaient cet écoquartier et ont pu comprendre qu'il était possible de vivre assez heureux en utilisant ce que la nature a apporté. Voilà, l'ensemble est évidemment passif, y compris la crèche. La lumière naturelle est présente partout. Quand on sort et quand on ne marche pas ni sur du bitume, ni sur du béton, mais bien sur du stabilisé. Et puis il y a une partie d'urbanisme nourricier, c'est-à-dire que quand on a conçu ce quartier-là, on l'a conçu avec une coopérative qui fait de la réinsertion sociale. Donc
fait de l'horticulture bio et de la réinsertion sociale. Et donc, on lui a laissé un espace de développement et on lui a demandé de faire, et c'est l'image que vous avez en bas à droite, de faire une partie d'incroyables comestibles. C'est-à-dire que dans leur travail, il y a la possibilité d'offrir à ceux qui en ont besoin un espace où les gens peuvent aller chercher voilà, les légumes dont ils ont besoin pour vivre, simplement. Et puis, il y a les jardins familiaux qui sont bien sûr juste à côté, une halle où tous ces produits peuvent être vendus. Et il y a une présence des ânes parce que, eh bien, il n'y a pas de tracteur sur ce site, il y a plutôt des ânes. Et le matin, les ânes servent à ce qu'on appelle l'asinobus, c'est-à-dire que le pédibus a été transformé. Et ce sont les ânes qui portent les cartables, ce ne sont pas les parents, ni un vélo. Et donc, quand les ânes ne sont pas là le matin, les parents n'ont pas intérêt à reprendre leur voiture parce que les enfants aiment faire le chemin de l'âne et se souvenir de ce que l'âne avait fait les jours précédents. Donc voilà, en fait, tout ce travail-là, donc vous avez compris, des logements très performants, une présence de la biodiversité très forte, de l'agriculture, tout ce travail-là est nécessaire pour arriver à un projet dont l'empreinte écologique est égale à sa biocapacité. Vous savez que c'est la seule manière de faire un projet durable, hein, de faire en sorte que vous ne portez pas atteinte à la planète. Donc la biocapacité de la France est 2,9 équivalents hectares. Sauf que la France, aujourd'hui, consomme 5,3 équivalents hectares. Donc nous avons fait tout ce travail-là pour arriver aux 2,9 équivalents hectares, et on y est arrivé. Voilà, on pourrait s'arrêter là en disant c'est bon, quoi, faisons que du neuf, réussissons à faire nos 2,9 équivalents hectares. Eh bien non, on le sait bien et ça a déjà été dit. On ne construit en neuf que 1% d'équivalent du bâti existant chaque année. Quelle est dans le 1% la part équivalente à l'éco-village des Noé? Vous faites le calcul de votre côté, donc on sait bien que c'est qu'avec l'existant, les 99%, que le travail est à faire. Quand vous faites un projet comme les Noé, tout ce qui est autour est dévalorisé. Tout le monde sait à Val-de-Reuil que les gens qui habitent là habitent heureux, les voitures sont à l'écart, les enfants ont de la place et ils ne payent pas pour l'énergie de leur logement. Et donc tout ce qui est autour et qui a été construit dans les années 80, 60 ou même un peu avant est dévalorisé. Et juste à côté, il y a un hameau qui a été fait dans les années 80, qui sont 80 maisons, des maisons Phoenix. Et donc le maître d'ouvrage nous a demandé de faire le même travail qu'on a fait pour les Noé sur cet éco-hameau, de telle façon de ne pas enfoncer un peu plus les gens qui, évidemment, ne vivent pas de la même manière. Donc voilà, on a fait ce travail-là. Il est en cours de réalisation. Et donc on fait en sorte que l'éco-village des Noé, qui fait, on va dire, 100 logements, est doublé par l'éco-hameau de Landel, qui fait 80 logements, 10 ans pour faire le premier projet, 5 ans pour faire le second. On va dire à peu près 170 000 € par logement pour faire du neuf, 85 000 pour faire la réhabilitation. Donc vous comprenez bien que la réhabilitation est un enjeu majeur, 1, de rapidité, 2, de protection de la planète parce qu'on utilise moins de ressources, et aussi de coûts, puisqu'on réussit à le faire 2 fois plus vite et 2 fois moins cher. Voilà le petit apéritif. Je voudrais que vous nous disiez quels sont les signes patents de l'attractivité nouvelle de Val-de-Reuil, qui était une zone totalement déserte, c'est-à-dire au niveau touristique, commercial, les implications. Alors, si vous voulez, quand les dernières municipalités ont commencé à faire le travail de réhabilitation, finalement, de retour en estime de Val-de-Reuil auprès des Relivallois, ça s'est fait par l'apport de l'économie. Il ne suffit pas de dire qu'on va faire un projet urbain en disant on va vous refaire les rues, on va vous mettre une crèche par-ci, une crèche par-là. Il faut absolument qu'il y ait la possibilité que l'économie revienne sur ce site. Et les choix qui ont été faits sont des choix extrêmement forts d'amener de la pharmacie. Et aujourd'hui, si vous prenez la route entre Paris et Rouen, au moment où vous arriverez à la hauteur de Val-de-Reuil, vous verrez que les panneaux sur l'autoroute, ce sont des pipettes et des éprouvettes de laboratoire de pharmaciens. Le maire de Val-de-Reuil, alors j'ai fait ce travail avec Siloge, qui est un bailleur de Dreux, et le maire, bien sûr, nous a accompagnés aussi parce que les équipements publics sont maintenant des équipements municipaux. Le maire est Marc-Antoine Jamet, donc qui est un maire socialiste et qui est le secrétaire général de LVMH. Et donc il a une vision extrêmement forte de ses engagements sociaux, vraiment, et une compréhension de ce qu'est la logique économique qui l'amène à faire des choix très porteurs pour sa commune.
D'accord. Alors, j'aimerais que nos 3 autres invités nous disent, parce que là, j'ai décrit effectivement des phénomènes qu'on peut lire dans la presse, cette ruée vers les villes moyennes, alors que les grandes agglomérations sont trop chères, trop polluées, trop stressantes. Est-ce que finalement, c'est sous l'effet de la pandémie que ça a eu lieu et que, en espérant que la pandémie soit moins importante ou disparaisse, le phénomène, ces gens vont revenir ou ce phénomène va arrêter? Ou c'est un mouvement de fond qui a lieu aujourd'hui? Caroline Cayeux. Alors moi, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je voudrais saluer le maire de Versailles qui est dans la salle et qui est un ami. Et ça me fait très plaisir d'être là ici ce matin. Alors sur les villes moyennes, je vais d'abord reprendre un peu l'intitulé d'une ville moyenne. C'est une ville de 15 000 à 100 000 habitants, avec son intercommunalité. Donc c'est en général une ville-centre qui rayonne sur un environnement plutôt rural. Et ça va vous donner un peu les raisons peut-être du développement ou de l'engouement pour ces villes moyennes. D'abord, je dirais que cet engouement n'a pas commencé avec le confinement. Finalement, nous étions prêts parce que en 2017, il y avait un programme qui avait été construit avec l'association que je préside pour rénover, pour dynamiser ces villes moyennes. C'était le programme Cœur de Ville et c'était un changement de paradigme puisque on avait invité les maires, 220 maires, qui ont été invités à co-construire ce programme en fonction de ce qu'ils avaient dans les cartons. En 2017, et on était à mi-mandat de 2014-2020 et on nous a proposé, grâce à l'association, j'ai fait l'intermédiaire avec, à l'époque, Jacques Mézard, qui était ministre de la cohésion des territoires, pour construire sur le plan du développement économique, sur le plan du réaménagement des logements, mais aussi sur le plan de la formation supérieure avec le CNAM qui s'est installé dans une centaine de villes. Et donc, petit à petit, les habitants de ces villes qui découvraient une nouvelle façon de travailler, puisque depuis 1974, sous Guichard, il n'y avait jamais eu de programme dédié aux villes moyennes. Et donc, petit à petit, nous avons repris une dynamique commerciale, alors que pas mal de rideaux étaient tombés depuis un certain temps. Nous avons redynamisé aussi notre patrimoine. Il y a eu une assimilation loi Malraux pour ces villes moyennes dans un certain nombre, pour un certain nombre de patrimoine à remettre en valeur. Bref, je dirais qu'on s'est occupé de nos villes. Et nous sommes occupés de nos villes en partenariat avec le gouvernement. Et donc, quand on fait une première étude, un premier observatoire des territoires, nous réalisons d'abord que les habitants de ces villes sont fiers d'avoir un renouvellement, sont fiers d'être un peu, j'allais dire, dont on s'occupe aujourd'hui. On engage des managers de centre-ville pour dynamiser le commerce. Bref, il y a un certain nombre de projets qui sont portés à la demande des élus. Et on s'aperçoit dans ces sondages dans les territoires, dans cet observatoire, que petit à petit, on passe de 50% à 87% aujourd'hui de gens qui préfèrent quitter une métropole et venir dans une ville moyenne. Alors évidemment, le confinement a été un facteur d'accélérateur et je dirais le télétravail aussi. Yann Verling, vous faites le même constat? Vous vole le micro. D'accord. Oui, moi je fais le même constat, avec évidemment la prudence qui est d'observer maintenant les tendances de ce qui a été le post-Covid, parce que, comme l'a dit Caroline Cayeux à l'instant, il y a eu une volonté, on va dire, des élus locaux et de l'État de mener un travail en direction des villes moyennes. Mais il faut aussi constater qu'il y a eu des mouvements contraires par le passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements, des logiques d'État qui a été de faire des métropoles
des grandes métropoles l'axe majeur du développement des territoires, avec les politiques de TGV qui ont quand même beaucoup contribué à concentrer l'activité économique et les populations dans les grandes métropoles et à affaiblir par voie de conséquence les villes qui n'étaient pas desservies par des TGV. D'ailleurs, ça a été un grand combat pour beaucoup d'élus à une époque d'avoir sa gare TGV, parce qu'on savait que c'était une survie d'avoir une gare TGV, même si aujourd'hui on voit bien que beaucoup de ces gares TGV, ils n'entrent et n'en sortent pas beaucoup de passagers. Mais néanmoins, il y avait ce phénomène. Donc il faut contrecarrer ce phénomène en réalité. Alors pourquoi il faut le contrecarrer? Parce que d'abord il y a une aspiration, comme vous l'avez dit, il y a une aspiration aujourd'hui. Alors est-elle conjoncturelle, est-elle structurelle? Pour ma part, je pense encore qu'on est dans l'inconnu. Il faut quand même vérifier, parce qu'il peut y avoir des mouvements, ça on les observe, incontestablement, on les observe, des mouvements de population qui aujourd'hui, parce qu'ils ont testé cette vie différente due au Covid, où on a pu faire beaucoup plus de télétravail, on a totalement massifié maintenant les visioconférences, à tel point d'ailleurs qu'on a du mal à refaire du présentiel. Mais ça, c'est des tendances aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un retour en arrière? Il ne faut pas l'exclure non plus. Je veux dire, c'est pas impossible non plus qu'il y ait un retour en arrière. Néanmoins, après, pourquoi est-ce que moi, ce que je pense, après, c'est le discours politique qu'il faut avoir. Est-ce qu'il faut accompagner un retour en arrière, ou est-ce qu'au contraire, il faut accompagner l'inverse? Moi, je pense qu'il faut accompagner l'inverse. C'est pour ça que quand on en avait parlé ensemble, j'ai préféré venir à ce débat sur les villes moyennes qu'au débat précédent, parce que je le trouve plus intéressant et plus fouillant l'avenir intéressant de nos sociétés. Je crois qu'il y a une aspiration profonde aujourd'hui des gens à trouver plus d'humanité, à plus de sens. Les grandes villes, les grandes métropoles, moi j'habite à Paris personnellement, il y a un vrai phénomène de perte de sens dans les grandes villes, des déshumanisation, et un des points qu'on recherche dans les villes moyennes, je crois, et peut-être même dans les villes de plus petite taille encore, c'est l'humanité. C'est plus d'humain, plus de relations humaines, plus de proximité. Ce besoin-là, il faut y répondre. Et je crois que c'est la tendance profonde aujourd'hui qui s'inscrit dans l'avenir, et il faut l'accompagner. Alors après, on y reviendra dans le débat. Il y a des prudences à avoir, parce que il y a une idéalisation aussi de ces anciens grands urbains qui vont dans des villes de plus petite taille, où petit à petit ils ne vont pas retrouver un certain nombre de choses qu'ils avaient l'habitude de trouver dans les grandes métropoles. Soit ils s'y habituent, soit ils s'y habituent pas, soit on y répond, soit on n'y répond pas. Mais on y reviendra peut-être. Voilà. Jean-Christophe Fromentin, on va se partager ce micro et on va le passer celui-là ici. Oui, est-ce que vous pensez également que finalement, une des pistes pour la ville de demain, c'est pas seulement de repenser les grandes agglomérations, mais effectivement de réoccuper le territoire différemment? Et est-ce que ça vous semble un phénomène de fond également au sein de la structure que vous présidez? Alors moi, je suis arrivé à m'intéresser aux villes moyennes un peu par défaut. C'est-à-dire que je me suis intéressé il y a quelques années avec un petit groupe de chercheurs je me suis intéressé aux métropoles. Si on poussait tous les curseurs métropolitains au-delà de ce qu'on vivait, c'est-à-dire si on se dit finalement très bien, si le monde devient métropolitain, ce qui était un peu la règle il y a quelques années, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue social, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue économique, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue écologique? Et en fin de compte, en jouant ces trois curseurs sur un monde qui deviendrait à 90% structuré par 200, 300 métropoles, c'était un peu les chiffres qui étaient avancés dans plusieurs débats il y a quelques années, on n'arrive qu'à des impasses. On arrive à une impasse sociale avec un double risque, et le risque technologique qui du coup devient finalement un espace d'épanouissement lié à l'attrition de l'espace vital que la concentration urbaine ou l'inflation urbaine, comme disent les urbanismes, nous mènerait. Donc attention au risque social, et toutes les études qui sont faites dans les métropoles pointent le risque d'isolement, déjà, y compris dans des métropoles comme le Grand Paris, qui n'est pas hyper dense, qui n'est pas un modèle d'hyperdensité. Un risque économique, et on le vit un petit peu quand on regarde un paramètre qu'on a peu l'habitude de citer dans ce genre de débat, c'est la balance commerciale. Les pays qui ont le plus de difficultés dans l'équation économique, dans leur balance commerciale, sont ceux
qui renoncent petit à petit par une déterritorialisation à ce qui a fondé leurs avantages comparatifs. C'est-à-dire qu'en gros, plus on standardise par l'effet métropolitain nos économies, plus on les met en difficulté par rapport aux grands géants chinois, américains et d'autres demain qui finalement ont des économies métropolitaines très technologiques, extrêmement performantes. Donc attention, un phénomène métropolitain dans nos économies qui se fait au détriment des dynamiques de valeur ajoutée territoriale. Et puis un troisième élément, qui est l'élément écologique, c'est-à-dire qu'on voit qu'à partir d'un certain seuil, on n'arrive plus à lutter contre le phénomène des îlots de chaleur. Il devient extrêmement dur à renverser. J'avais été il y a 3 ans passer une semaine à Shenzhen avec le maire de cette nouvelle ville chinoise qui me disait on a intégré dans beaucoup d'éléments d'urbanisme dans cette ville nouvelle les contingences qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Tous les taxis à Shenzhen sont électriques, donc c'est des villes qui arrivent à imposer des normes qu'on ne saura jamais imposer dans des villes comme les nôtres. Et pourtant, me dit-il, le réchauffement climatique crée un cycle avec la climatisation qui nous amène toujours plus dans le phénomène des îlots de chaleur. Et donc, moi, mon approche a été de dire, attention, l'hypermétropolisation telle qu'on l'évoquait, on l'évoque moins aujourd'hui, il y a quelques années, nous mène à des impasses. Et en parallèle, et donc je me suis intéressé du coup aux villes moyennes, à comment redistribuer. Et du coup, il y a 7-8 ans, j'ai commencé à regarder avec des sociologues ce qu'on appelle les déterminants des modes de vie. Et d'observer un phénomène qui permet de répondre, à mon avis, à la question de est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est une tendance lourde. Moi, je pense que c'est une tendance lourde parce que justement, et c'est l'Institut Montaigne qui a le premier travaillé sur ce déterminant, l'Institut Montaigne analyse depuis des années ce qui détermine nos vies. Et elle faisait remarquer il y a 7-8 ans, ou un peu moins, 5-6 ans, qu'il y avait 2 déterminants qui s'étaient inversés, le déterminant réussite et le déterminant bien-être. C'est-à-dire que la révolution industrielle a mis le déterminant réussite comme un des premiers déterminants de nos vies. Et le déterminant bien-être était plutôt en dessous. C'est-à-dire qu'on était capable de faire des sacrifices sur la qualité de vie pour autant qu'on gagnait de l'argent, beaucoup d'argent, et que la réussite sociale, financière était mise en avant. Et ces 2 déterminants ont progressé, c'est-à-dire que le bien-être est monté, la réussite a baissé, et les 2 se sont inversés il y a quelques années. Et la dynamique continue, le déterminant bien-être monte, et le déterminant réussite régresse. Et donc l'écart devient proportionnel et inversé par rapport à ce qu'on a connu dans toute la phase de progression de la révolution industrielle, de la période plutôt fin 19e, début 20e, jusqu'à la fin du 20e siècle. Et ça, je suis convaincu que du coup, les dynamiques des déterminants démontrent, s'il en faut, une aspiration à une qualité de vie, à de l'espace qui signe un petit peu la manière dont on va chercher à vivre dans les années à venir. Et ceux que ça intéresse, je les renvoie au rapport du Conseil d'analyse économique qui a été fait par Claudia Sénic et Yann Algan après les Gilets jaunes, qui s'appelle Bien-être et territoire, et qui remet en cause dans ce rapport l'injonction métropolitaine très forte que le même Conseil d'analyse économique avait poussée il y a quelques années, 10 ans avant, et qui dit bien on s'est trompé. On s'est trompé parce que dans ce rapport qui est territoire et bien-être, post-Gilets jaunes, avec la carte des Gilets jaunes, il démontre bien que finalement, il y a une énorme frustration qui est en train de monter liée à des modèles d'urbanisme dans nos grandes villes et dans des villes moyennes de temps en temps, qui vont trop vers la densité, qui vont trop vers la concentration et pas assez vers l'aspiration à une qualité de vie auquel ils aspirent. Et le dernier élément, et je lance un nouveau travail de recherche là-dessus en ce moment, c'est la mise en parallèle de ces phénomènes avec la technologie. Et c'est assez facile à comprendre de la manière suivante. C'est-à-dire que la révolution industrielle, c'est le temps de la masse critique. C'est-à-dire que la révolution industrielle, elle signe la masse critique parce qu'elle est un modèle économique de masse critique. Vous faites une usine, vous avez besoin d'une masse critique de densité autour pour non seulement donner du personnel à l'usine. Vous faites un hypermarché, c'est un grand hypermarché s'il y a une masse critique forte, c'est une épicerie s'il y a une masse critique faible. Vous avez une école, elle a une certaine réputation si elle est le fait d'une masse critique forte. Autrement dit, vous voyez, la révolution industrielle a associé directement et logiquement, parce que c'était un modèle économique lié à l'investissement et à son amortissement, la notion de masse critique à la notion de développement économique. La révolution numérique,
elle n'est plus du tout sur la même chose. C'est-à-dire que la masse critique d'un Amazon ou la masse critique de n'importe quelle application Internet, elle n'est pas une masse critique qui se fait dans une concentration spatiale, elle se fait dans une densité de réseau et dans la qualité du réseau. Et quand on regarde l'histoire de l'économie, et l'histoire de la ville est très liée à l'économie, parce que la ville se construit toujours sur des flux, on voit bien que finalement, on aura probablement un transfert d'un modèle concentré vers un modèle distribué. Et moi, je suis convaincu que dès lors que les réseaux vont être matures, les réseaux de fibres, les réseaux 5G, on va avoir de plus en plus une ville qui va se redistribuer sur les réseaux. Et c'est en cela, parce qu'on a aussi besoin d'un minimum de concentration, un minimum de zones de rencontre, c'est en cela que la ville moyenne va probablement demain hybrider quelque part à la fois les avantages de la ville et en même temps les avantages de l'accès aux services. Et il y a un travail qui est en cours à la Sorbonne en ce moment sur justement est-ce que la qualité, ce qu'on appelle la norme supérieure de service telle que l'a définie l'INSEE, qui était l'apanage des grandes villes hier, ne sera pas demain accessible dans une petite ville ou une ville moyenne par le truchement notamment des technologies. Donc je pense qu'il y a une reconfiguration extrêmement liée à des données ontologiques, à des données technologiques et qu'on va petit à petit, et on y est depuis quelques années, vers ce mouvement. Vous parliez d'hybrider, justement, et là, on est vraiment dans cette notion d'hybridation. Philippe Madec, en fait, vous avez une théorie qui n'est pas une théorie, en fait. Le fait, c'est que finalement, la France est depuis un moment, et ça devient de plus en plus important, n'est pas divisée entre les villes et les campagnes, ou la province depuis très longtemps, et que finalement, les populations sont beaucoup mieux réparties qu'on ne se l'imaginait, et vont se répartir de mieux en mieux. Ah oui, mais c'est pas que la France. En fait, il s'est passé quelque chose ces 3 dernières années, en fait, depuis le sommet Habitat 3 de Quito, sur la redéfinition de l'urbain et du rural, et on va dire de l'urbain au niveau mondial, qui heureusement enfin fait que ce que vous dites et que j'apprécie véritablement va dans le sens des critiques que moi-même j'ai portées il y a longtemps. Enfin, quand l'INSEE disait, puisque l'INSEE ne le dit plus, quand l'INSEE disait que 77,5% de la population française était urbaine, moi qui m'occupe de bourgs et de métropoles et qui fait de l'aménagement de territoire, je sais bien que tout ça est un mensonge et qui a aussi de la doxa derrière tout ça. Il y a une posture qui est un héritage du modernisme, qui est cette idée que l'avenir de l'humanité était urbain. Donc voilà, on en a hérité. Maintenant, vous en avez parfaitement parlé. Et je le vois seulement comme une doxa. Vous l'avez très bien dit, tout ça c'est du productivisme, c'est la nécessité de faire en sorte que l'on mette dans le même moule et simple l'urbain, tout le capital en fait. Comment capitaliser. Et jusqu'à présent, on a défini l'urbain et le rural par la négation l'un de l'autre. Et on a défini ça sur la base de la quantité de population. C'est terminé. C'est terminé. En fait, j'ai été expert de l'ONU pour le sommet Habitat 3. Je suis engagé dans toutes ces histoires de territoire depuis très très longtemps. Et quand on a préparé le sommet Habitat 3, j'ai vu revenir une donnée qui est une donnée très importante, qui est celle de l'établissement humain. C'est le programme des Nations Unies pour l'établissement humain qui porte les sommets Habitat, donc les seuls sommets tous les 20 ans. Vous voyez à quel point c'est imbécile. L'établissement humain, c'est ce que nous vivons tous les jours et on en parle au niveau international que tous les 20 ans. Le tout premier, il était question de l'établissement humain. Le second à Vancouver, c'est appelé The City Summit, c'est-à-dire le sommet de la ville. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, 87, Gro Harlem Brundtland et le rapport Brundtland dit que l'avenir de l'humanité sera urbaine et que toutes les questions et toutes les préoccupations vont être urbaines. Heureusement, 20 ans plus tard, à Quito, on se remet à parler de l'établissement humain et notamment grâce au poids des continents émergents. La parole de l'Afrique est en fait une parole très, très écoutée, très entendue et eux ont besoin de revenir sur autre chose que l'opposition du urbain et du rural qui n'a pas de sens exactement, en tout cas comme nous. En fait, à Quito, l'OCDE, la Banque mondiale, la Commission européenne, la FAO, l'IAO ont dit qu'ils allaient revoir les définitions de l'urbain au niveau mondial. Parce que vous comprenez bien que si la France est capable d'avoir une définition aussi imbécile que celle de l'INSEE,
c'était possible aussi un peu partout. Et donc, ils ont fait un travail qui a été remis en 2020 à l'ONU, qui a été accepté par tous les États. Donc aujourd'hui, c'est cette manière-là que l'on a de regarder du point de vue des statistiques. Mais comme je dis tout à l'heure, les statistiques, c'est vraiment le portrait officiel de l'établissement humain. Ce qui est extrêmement intelligent dans le travail qui a été fait par eux, c'est qu'ils n'ont pas jeté les définitions existantes, persuadés que chaque pays a quelque chose de spécifique dans les définitions qu'ils avaient mis en place. Ils ont cherché à le compléter. Et surtout, arrêter l'opposition urbain-rural. Donc, comment font-ils maintenant le travail? C'est à la fois une question de population, de nombre de population et de densité. Donc, tout le travail se fait sur le kilomètre carré et la densité au kilomètre carré. Ce qui amène que l'on ne parle plus du tout de l'opposition. Soit je suis dans l'urbain, soit je suis dans le rural, mais on voit apparaître des conditions qui sont celles que vous décrivez. Il y a les secteurs denses, les secteurs semi-denses, les secteurs peu denses et les secteurs très peu denses. Donc on n'est plus du tout dans l'opposition urbain-rural, mais on voit apparaître 4 niveaux d'intelligence et de regard sur les territoires. Très bien. Et donc je vous ai ramené les chiffres parce que je ne vais pas me tromper. Voilà où on en est. Vous savez, jusqu'à 2020, l'ONU disait la population mondiale est à 54% urbaine et en 2050, elle le sera entre 66 et 70%. Ouais. Et en fait, l'ONU disait déjà depuis plus de 10 ans que la population était plus urbaine que rurale. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le monde est à 48% urbain, dense. Donc, enfin, c'est pas moi qui vous le dis, mais dans ma phrase, vous venez de changer de monde, quoi. C'est-à-dire que l'image que vous faisiez du monde n'est plus celui qui correspond à la réalité du monde. Et les projections, non? Et les projections non plus. Et les projections non plus. Et en fait, en 2060, en 2050, donc on ne va pas être à 70%, on va être à 54% urbain. Ce qui signifie qu'il y a une diminution de l'urbanisation du monde, qui était à 3% avant et qui va passer à 2%. Qu'est-ce que ça veut dire en France? Puisqu'on en est à ça, parlons de la France, n'est-ce pas? Donc on n'est plus à 77,5% urbain. Mais ça, on le savait depuis tellement longtemps, quoi. Hein. D'ailleurs, l'INSEE s'est excusé pour sa vision urbano-centrée des statistiques. Donc, les secteurs denses, on va dire l'urbain dense, c'est 37,9%. Les secteurs intermédiaires, c'est 29,3%. Et le peu dense ou très peu dense, c'est 33%. Alors, admettons que le très dense, ce sont les métropoles, et que le pas dense du tout, c'est le rural, comme on disait avant, mais on va arrêter de dire ça, en fait. Ça veut dire que, quand même, l'intermédiaire, c'est quasiment 30%. Et que la réalité du territoire de la France est portée par ces 30%. Et que, en fait, la réalité, la qualité du territoire, enfin, je ne sais pas, sa saveur, quoi, sa culture est portée par ça. Alors, je ne sais pas quand on va réussir à le faire rentrer dans le ménagement des territoires. C'était dans une façon de voir le réel, enfin, qui devrait permettre de penser l'avenir. Mais pour l'instant, on n'y est pas, quoi. Caroline Cayeux, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je disais qu'en fait, l'organisation administrative de la France, les villes moyennes comme les métropoles ont été obligées de se regrouper en intercommunalité ou en grosse agglomération. Et quand on redescend sur le niveau des villes moyennes, et je partage l'analyse de mes 2 voisins, il y a forcément un environnement rural qui d'ailleurs aujourd'hui fait la qualité de vie de ces villes moyennes parce qu'il y a des forêts, parce qu'il y a des lacs, parce qu'il y a un certain nombre d'aménagements urbains qui font cette qualité de vie. Mais je dis que, en fait, il ne faut pas oublier le monde rural. Il y a eu beaucoup de publications sur les territoires oubliés de la République, etc. Mais aujourd'hui, si on travaille, j'allais dire, en termes d'aménagement du territoire, en faisant vivre ensemble une ville-centre avec un monde rural autour, et qu'on fait le lien
avec la métropole. Je crois qu'il est là l'enjeu. On ne peut pas être chacun dans sa case, si je puis dire, mais il y a d'autres défis évidemment à relever sur une ville moyenne. Quand les habitants déménagent, moi je vois bien dans ma ville, Beauvais est à 1h15 de Paris en voiture par l'autoroute A16 si on veut, et au carrefour de la 31 Rouen-Reims. On a la chance d'avoir un aéroport qui permet de faire un certain nombre de déplacements. Mais ce que veulent les nouveaux habitants, c'est de trouver, comme vous l'avez dit, comme mes voisins l'ont dit, la qualité des services qu'ils quittent dans la métropole. Donc c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle des charges de centralité importantes, à savoir les crèches, etc., les services, les pharmacies, enfin bref, tout ce qui fait qu'une métropole, qu'une ville moyenne est une petite métropole, je vais le dire comme cela. Mais ça veut dire aussi que les familles souhaitent que leurs enfants fassent des études supérieures, et qu'il y ait un certain nombre d'aménagements qui leur permettent de ne pas quitter immédiatement la ville pour des raisons budgétaires d'abord, mais aussi pour des raisons de mobilité ensuite. Et nos défis, ce sont justement ça, amener dans nos villes moyennes pour qu'elles rayonnent dans leur environnement rural les mêmes services, et qu'il n'y ait plus cette fracture territoriale dont se sont prévalus les Gilets jaunes, dont se sont prévalus d'autres économistes en nous expliquant qu'on avait creusé l'écart entre les métropoles et les villes moyennes. Mais c'est vrai, je partage ce qu'a dit Yann Berling tout à l'heure. Avant, c'était tout métropole, tout grande région d'ailleurs, et tout TGV. Alors nous, évidemment, notre bataille, c'est les trains de proximité, c'est la qualité de vie qui permet, grâce au télétravail redécouvert avec la crise sanitaire, eh bien, d'aller dans la métropole ou dans la capitale 2 jours par semaine, et de pouvoir faire ce que les Américains appellent du commuting assez facilement. Mais ça n'est pas encore la réalité. Donc ce sont des batailles que nous devrons mener, les élus des villes moyennes. Ce sont les villes à la campagne qui étaient chères, ce sont des villes à la campagne. Alphonse Allais, absolument, qui faisaient rigoler tout le monde, et qui maintenant deviennent des questions sérieuses. Et qui deviennent des questions sérieuses. Yann Verling, justement, à propos du TGV dont vous parliez tout à l'heure, en fait, avant de dessiner la ville de demain, ce ménagement du territoire dont vous parliez, Philippe Madec, j'aimerais que vous nous disiez, est-ce qu'il n'y a pas finalement des inégalités? Caroline Cailleux nous disait, voilà, il ne faut pas être pas loin du TGV, pas loin d'une métropole, etc. Ça veut dire que finalement, est-ce qu'on ne crée pas de nouvelles fractures et de nouvelles inégalités avec dans des endroits qui ne sont pas desservis par le TGV, ou des zones vraiment rurales ou des zones vraiment rurales où là, on a des centres-villes et des villes moyennes qui se meurent alors que d'autres sont florissantes? Oui, alors c'est pour ça que je disais qu'il faut à un moment donné qu'on ait une vision politique de cette affaire-là. Et que quand je dis une vision politique, c'est qu'elle soit partagée à tous les étages, et notamment au niveau de l'État. Parce qu'à un moment donné, si on veut partir dans cette direction de dire on considère la réalité d'un certain nombre de Français qui aspirent à pouvoir vivre dans des villes moyennes parce qu'ils y recherchent un certain nombre de choses qu'ils ne trouvent plus dans les métropoles, ça veut dire qu'il faut aussi se permettre que ce soit possible et durable, et que ça tienne sur le temps. Parce qu'il y a le coup de tête, je m'installe, je vais dans une ville moyenne, je vais y chercher un peu plus de bien-être et de qualité de vie, notamment pour mes enfants. C'est souvent des choix un peu de famille. Mais après, il faut que ça dure. Effectivement, après, il y a des enjeux. Et les communes, plus elles sont petites, et plus elles sont aussi, dans certains secteurs du territoire français, tout le monde n'est pas à égalité. Moi, j'ai quelques ancrages personnels en Lorraine. Je peux vous dire que les villes moyennes en Lorraine sont moins bien loties que les villes moyennes en Île-de-France. Parce qu'elles ont moins de moyens. Donc il faut
aider, évidemment, à ce moment-là, par le pouvoir central public de l'État, ces villes à pouvoir devenir des villes qui deviennent des villes qui se projettent dans l'avenir. Mais comment les aider justement Alors, pour éviter je pense ces qu'il y a des fractures? défis. Le premier défi, c'est Faut que ça soit un évidemment rêve les partagé. transports. Le premier défi, c'est les transports. C'est qu'il faut effectivement changer de logiciel par rapport à la logique qu'on a eue jusqu'à présent et permettre à ces villes d'être accessibles. Et puis, même dans le sein même de cette ville, il faut que les transports en commun, notamment, puissent exister de manière performante. Ensuite, il y a quelque chose qui est cherché, je crois, et qu'il faut préserver absolument dans les villes moyennes, parce que vous l'avez dit à l'instant, c'est, je crois, enfin, moi je suis vice-président à la transition écologique et je suis un écolo convaincu, je pense que les gens cherchent de l'écologie aussi dans ces villes moyennes. Ils cherchent, parce que dans les métropoles, on étouffe de plus en plus, on sait qu'on va étouffer de plus en plus, donc si on va dans des villes moyennes, c'est qu'on veut y chercher quelque chose de plus respirant. Donc il faut préserver ça. Il faut faire évidemment attention que l'attrait pour les villes moyennes eh bien, ne devienne pas, à un moment donné, quelque chose de déceptif. C'est-à-dire que les gens vont y chercher quelque chose qu'ils peuvent trouver à un moment donné, mais qui, dans le temps, va disparaître. Donc les espaces naturels, les espaces verts, dans la ville, hors la ville, la nature, ça, c'est des choses auxquelles les gens tiennent. Donc il faut y tenir comme la prunelle de ses yeux quand on a une ville moyenne. L'autre élément, et là je l'ai constaté moi dans un stand de ville moyenne, et Caroline Cayeux l'a évoqué à l'instant, c'est la question de l'enseignement supérieur. Parce qu'effectivement, on peut aller dans une ville moyenne, avec ses enfants, on va y trouver une école, on va y trouver un collège, on va y trouver un lycée même, mais l'enseignement supérieur. Et ça, moi je l'ai vu dans un certain nombre de villes moyennes, notamment dans l'Est de la France, où passer un cap, les enfants... il faut dire appeler un chat, de classe sociale faible restent parce qu'ils ne font pas d'études supérieures. Et les enfants qui sont de classe sociale un peu supérieure, qui veulent faire des études supérieures, quittent la ville pour aller dans une grande ville, dans une grande métropole où il y a de l'enseignement supérieur qui est recherché, mais ne reviennent pas. Et donc ces villes se meurent, ces villes vieillissent. Et donc il faut remettre de l'enseignement supérieur dans ces villes. On en a aujourd'hui avec les technologies du numérique la capacité et la possibilité. Voilà. Donc il faut remettre de l'enseignement supérieur de qualité dans les villes moyennes. Ça va permettre de garder évidemment de la matière grise de cette jeunesse qui dépeuple aujourd'hui les villes. Ça me paraît des éléments importants. Et puis évidemment, c'était le débat d'avant, c'est que dans cet attrait de population potentielle qui arrive, qui veut du logement, il y a possibilité de faire des écoquartiers, mais le plus important à mon avis, pour préserver justement ce qu'on y cherche dans ces villes, c'est aussi de l'esthétique, c'est de la beauté. C'est donc de ne pas l'enlaidir, la ville, et de faire en sorte que son urbanisme reste maîtrisé. Donc l'accent sur la rénovation de l'ancien, la rénovation du bâti ancien, le fait que justement ce patrimoine peut devenir demain une richesse d'habitat, c'est là aussi un point très important pour l'avenir, c'est de faire en sorte que, bien sûr, ces villes ne s'étendent pas à l'extérieur, mais se concentrent sur l'existant et sur leur patrimoine. Alors, Jean-Christophe Fromentin, avant de revenir avec Philippe Madec sur justement comment rendre cette ville moyenne désirable sur le plan architectural et paysager, j'aimerais que vous nous disiez, vous, comment effectivement on peut, le pouvoir d'État, le pouvoir central, peut atténuer ces inégalités dont parlait Yann Verling, parce qu'être à Vannes ou à Guéret, c'est pas la même chose. C'était une anecdote qui m'a un peu éclairé justement sur le rôle que pouvait avoir l'État. C'était au moment de la crise des Gilets jaunes. J'avais pas de rond-point de Gilets jaunes dans ma ville de Neuilly et j'aspirais à comprendre ce phénomène. Donc je suis parti à Nogent-le-Rotrou sur un rond-point devant le McDonald's, un vrai sujet Gilets jaunes. J'ai mis un peu de temps à me faire admettre pour discuter avec eux, mais une fois que la glace a été cassée, on a pu passer l'après-midi et échanger. Et à la fin, il y a un gilet jaune qui me raccompagnait à la voiture, qui me dit, vous savez, moi je gagne 1 700 € par mois, mon épouse aussi, on a 2 enfants, on est heureux, on travaille dans des entreprises locales, on rêve d'acheter une maison avec un jardin, on a les moyens de l'acheter, on a le prêt bancaire, on a les économies, mais on ne l'achètera pas. Et je lui dis, mais pourquoi vous ne l'achèterez pas ? Il me dit, parce que dans cette ville de 10 000 habitants, on ne sait pas si la gare a un avenir, on ne sait pas si l'hôpital a un avenir, on ne sait pas si le lycée a un avenir. Et il me dit, vous comprenez bien que toutes les économies d'une vie, je préfère les mettre dans un studio dans votre ville
ou à Paris, plutôt que dans la maison dont je rêve à Nogent-le-Rotrou. Et si vous voulez, je pense qu'il nous avait donné la meilleure leçon d'économie, c'est-à-dire le silence de l'État, depuis trop longtemps, sur l'aménagement du territoire, fait que cet habitant de Nogent-le-Rotrou, comment est-ce qu'on peut l'inciter à investir pour 20 ans d'emprunt dans sa ville, comme d'ailleurs le maire, s'il doit acter des équipements publics et qui va hésiter s'il voit une attrition de la population et un risque que la gare ou l'hôpital disparaissent, et comme l'entrepreneur qui a le même... Et donc je suis convaincu que l'État, et ça répond exactement à votre question, doit poser un acte clé d'aménagement du territoire. Et comme le disait Caroline Cayeux, nos villes moyennes et nos métropoles sont des pivots. Il ne faut pas forcément raisonner qu'en termes d'habitants. Vous voyez, moi, je ne suis pas stressé sur l'avenir de la métropole du Grand Paris eu égard à l'évolution du nombre d'habitants. Je suis davantage stressé par les fonctionnalités métropolitaines qu'on va faire vivre dans la métropole. Et le maire d'une ville moyenne, il doit être, et ça vient d'être dit aussi sur les universités, il doit être aussi obsédé par la qualité de service et l'équité territoriale qu'on peut mettre dans la ville moyenne dont il a la responsabilité. C'est la raison pour laquelle, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut baliser notre territoire français avec 8 à 10 métropoles, et il faut le baliser avec 250, 300, 350 villes moyennes. Que la trame, vous l'évoquiez, monsieur, tout à l'heure, la trame, elle existe. L'histoire a posé ce réseau de villes moyennes et ce réseau de villes, de grandes villes dignes de ce nom. Il faut simplement veiller à ce que tout habitant soit à moins de 20 minutes d'une ville moyenne et que toute ville moyenne soit à moins d'1h30 d'une métropole. Si on construit demain une carte avec cet aménagement du territoire, cette stabilité, et si on dit les 300 villes moyennes qui vont jalonner la France de telle manière à ce que tout le monde soit à moins de 20 minutes d'une ville moyenne, on les dote du panel d'équipements nécessaires. Si aussi ces métropoles, dont on veut vraiment qu'elles aient une ambition dans un monde dont elles ont besoin, dont elles sont pour nous des connecteurs. On va arrêter de donner le titre de métropole à des villes qui font 400 000 habitants, parce que ça n'a aucun sens, mais on va leur donner un statut de métropole si vraiment elles ont une fonctionnalité métropolitaine à rayonnement mondial. Si on est capable demain de recréer une carte de France sur ces 300 villes moyennes, sur ces 8 à 10 métropoles, avec ces métriques, avec ces temps de connexion, ces interlands bien construits, je pense qu'on retrouvera cette dynamique. Et en ce qui concerne les pivots villes moyennes, je pense qu'il y a trois sujets qui permettent de donner à une ville moyenne demain les qualités de service d'une grande ville d'hier ou d'aujourd'hui. C'est bien entendu la technologie qui permet d'accéder à beaucoup de choses. C'est la mise en réseau. Vous voyez, sur le sujet de l'école, du lycée ou de l'université. J'étais l'autre jour à un débat à Saint-Dizier avec le maire, et la conclusion auquel on arrivait à la fin des débats, c'est que peut-être il faut mieux que le lycée de Saint-Dizier soit un satellite du lycée de Nancy que le lycée de Saint-Dizier. Peut-être il faut mieux que l'hôpital de Saint-Dizier soit un satellite de l'hôpital universitaire de Nancy que l'hôpital de Saint-Dizier. Et que, là aussi, grâce aux technologies, oui, ces réseaux d'équipements sont extrêmement intéressants. Et donc, vous avez trois éléments, la technologie, la mise en réseau d'équipements à fort référentiel de réputation et de qualité, et puis vous avez le rapatriement de population dans les villes moyennes qui redonne une masse critique susceptible de maintenir un certain nombre d'équipements. Et je crois que ces trois outils, pour autant qu'on ait ce jalonnement de villes moyennes, ce jalonnement de métropole avec les métriques en termes de temps que j'évoquais, peuvent tout à fait demain, et c'est les travaux que font un certain nombre de chercheurs en ce moment, ramener très vite dans les villes moyennes la qualité de service qu'on avait hier dans les métropoles. Ramener les services publics, ça veut dire aussi ? Mais c'est vrai, les services publics. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma ville de Neuilly, quand j'ai été élu en 2008, il y avait 2 bureaux de la sécurité sociale, deux antennes de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on a 0. Il n'y en a plus aucune. Je n'ai pas commencé à Beauvais, mais il n'y en a plus aucune. Toutes les informations se prennent en ligne ou au téléphone. Le village de la Lozère, il n'en a aucune comme moi. Donc là, la technologie nous a mis à égalité. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais en tous les cas, elle amène petit à petit à égalité. Donc il faut bien entendu que l'acteur public, il fasse aussi de cette économie
qui s'interroge sur une redistribution. Les maisons France Service peuvent en être, les campus connectés peuvent en être, toute une série d'initiatives peuvent en être. Donc il y a un rééquilibrage à faire sur la notion de service public en utilisant ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ces outils technologiques, ces outils de mise en réseau d'équipements, comme je l'évoquais pour les hôpitaux et l'éducation. Mais c'est à l'État de réguler, de reconstruire un équilibre pour qu'il y ait cette équité territoriale. Et je pense que là, on a un enjeu majeur, mais il faut le poser très vite, parce que la santé et l'éducation sont effectivement les deux éléments qui font hésiter les Français. Et pour terminer, oui, je vois, et c'est pour ça que le débat me passionne, au-delà, sans être pour autant, même si ma ville est une ville moyenne, mais elle est totalement insérée dans le système métropolitain, mais je vois aussi, vous voyez, les problèmes que nous pose aujourd'hui cette fin de cycle hyper métropolitaine, parce qu'on n'arrive pas à recruter, parce qu'on sent que les gens sont malheureux, parce que moi je suis administrateur de la Défense, je vois les dégâts que fait encore cette absence d'aménagement du territoire sur l'avenir de ces quartiers d'affaires et toutes les incertitudes que ça génère. Donc il est temps de poser enfin un acte extrêmement politique, mais visionnaire sur l'aménagement du territoire. Merci. Philippe Madec, il y a donc toutes ces questions qu'on vient de mettre en lumière, mais là, vous nous avez montré avec le Val-de-Reuil que cette ville, on ne peut pas seulement se contenter de la connecter, d'y mettre des services, etc. Il faut aussi la rendre désirable, c'est-à-dire la repenser. Il s'agit de remettre, effectivement, comme disait Yann Verling, de remettre le patrimoine ancien en valeur, mais aussi de la reconstruire et de la repenser entièrement avec des écoquartiers, de nouvelles connexions et de la mettre au goût du jour pour répondre aux défis climatiques. Enfin, je pense que la qualité de vie reste un des enjeux principaux de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, je vais peut-être être un peu radical en vous disant ça, mais l'aménagement du territoire, pour moi, ce sont les notaires et les agences immobilières qui le font. Regardez bien. Et les promoteurs, absolument. Donc, je suis désolé, j'ai des gens responsables à côté de moi qui s'occupent de territoire, mais regardez bien. La canicule tue des dizaines de milliers de gens chaque année. Et donc, les métropoles, et vous l'aviez dit tout à l'heure, monsieur, les métropoles sont petit à petit vidées au moment des canicules. Et donc, les gens qui peuvent le faire cherchent des lieux de fin de vie, de retraite, dans les territoires où il n'y a jamais eu de déclaration de canicule. Donc, Cotentin, Bretagne. Là, malheureusement, dans le Massif central, il y a eu une déclaration de canicule, mais avant, le Massif central était tout à fait intéressant. Et tous les départements pyrénéens. Au point qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de Bordelais qui vont s'installer dans les départements pyrénéens. Ça ne suffit, Arcachon, ça ne suffit plus. Ça n'est pas un lieu d'avenir paisible. Donc vous avez d'un côté la canicule. De l'autre, vous avez l'élévation du niveau de la mer qui fait que les communes littorales ont de vrais soucis de stabilité dans leur population et on voit des déplacements de population qui quittent les littoraux vers l'arrière-pays. Et puis, vous avez la pandémie. Je suis breton, enfin pour tout dire, je suis finistérien du Nord, pour être très précis, même si j'habite à Bruxelles. Et donc j'ai des amis qui sont élus dans le Finistère. Et par exemple, la petite commune de Brasparts, qui est la petite commune la plus haute du Finistère, pendant longtemps, les commerces disparaissaient. Vraiment. Et il y avait tous les hameaux qui étaient vides. Bon, un peu à cause de l'État, qui pensait que investir dans les hameaux, c'était de faire de l'étalement urbain. Aujourd'hui, tout est vendu à Brasparts et les commerces sont revenus. Et en fait, l'élu a répondu au téléphone pendant tout le temps de la pandémie, mais de façon systématique pour des gens qui voulaient venir avec un projet de vie. Et la plupart des questions qu'on peut acheter dans un hameau pour faire de la permaculture. Et les gens qui posaient cette question-là, ça peut être des avocats qui continuent à être avocats. Hein, bon. Et en fait, tout devient comme ça complexe, mélangé. Et alors,
Voilà, ça c'est pour vous Ce dire que je voudrais, qu'aujourd'hui... c'est que vous nous disiez comment un architecte, un paysagiste répond à ce nouvel afflux et à cette nouvelle ville moyenne, puisqu'il ne s'agit pas juste de déplacer les populations dans les villes telles qu'elles sont, mais de les repenser totalement. Et là, vous nous avez bien montré l'exemple du Val-de-Reuil. Non, si vous voulez, la qualité de vie, ça passe par beaucoup de choses, mais ça passe par l'accompagnement des gens et l'engagement des gens. Voilà. Notre travail, là, à nous, là, ensemble, c'est réhabiliter le monde déjà là. Le déjà là, quoi. Et peut-être faire en sorte que les communes qui ont été déséquipées par l'État pendant assez longtemps réclament à nouveau de l'équipement pour que la vie puisse y rester. Et quand on dit rouvrir les petites lignes de chemin de fer, on voit à quel point c'est pas n'importe quoi aujourd'hui. Hein. C'est une envie et une nécessité. Donc nous, notre travail, c'est d'accompagner les communautés habitantes, le déjà là, et de faire ce travail de réhabilitation du monde déjà là avec les gens. Et notre travail n'est pas forcément de dessiner des objets. Je pense que c'est dans la discussion précédente que vous avez évoqué ça. Ça n'est plus ça, l'architecture. Nous sommes aujourd'hui dans la fabrication de l'établissement humain à partir de ce qui est habité, vécu. Alors que les choses soient belles, pour moi, on va dire l'esthétique est une demande éthique. Hein. On ne peut pas faire de l'architecture moche parce que c'est pas bienveillant. Et que l'architecture est forcément bienveillante, comme le paysage, comme l'urbanisme. Donc qu'il y ait une qualité esthétique, oui, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de redonner aux gens des espaces dans lesquels ils sont heureux de vivre. Et ça, alors ça demande... J'aime pas beaucoup le mot égalité, excusez-moi, dans un pays où c'est... J'aime beaucoup... Voilà, je vous remercie. L'équité. L'équité, parce que ça ne peut passer que par ça. Et j'ai beaucoup défendu la notion d'équité territoriale, parce qu'en fait, c'est quasiment l'expression de la justice sociale, l'expression spatiale de la justice sociale. Et donc, mettre en avant les enjeux de l'équité, regarder chacun des territoires avec ceux qui les habitent, sur ça, c'est essentiel. Et moi, je dois vous dire, j'utilise de moins en moins le mot ville que quand c'est vraiment nécessaire, et j'utilise beaucoup la notion de commune, et on le fait volontairement. Parce qu'en fait, tout ramener à la question de la ville, même pour les petites villes, ça n'est pas parler de la réalité de chacune des communes. La commune, c'est une donnée absolument magique, quoi. La commune n'a pas d'échelle. Elle est partout. Et la commune n'est pas non plus qualifiée. Elle peut être urbaine, rurale, littorale, de plaine. C'est un territoire. C'est un territoire. Mais c'est le plus petit territoire habité ensemble. Et si on veut faire un vrai travail au plus près, et c'est un mot que vous utilisez, madame, au plus près d'un territoire et des gens qui l'habitent, c'est en s'impliquant dans des dimensions comme celle-là, comme la commune. Merci. Pardonnez-moi, on va donner la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un a des remarques, des questions à poser à nos invités ? Le monsieur avec une chemise bleue là-bas. Oui, bonjour à tous. Je suis architecte, donc ce débat, je le trouve fort intéressant. Je suis tout à fait d'accord sur le constat que vous avez fait. Il me semble qu'il y a une petite niche qui a été oubliée dans le débat précédent et aussi dans ce débat-là. C'est, je pense, toutes les zones urbaines périphériques qui ont été largement délaissées par l'architecte et qui sont des zones industrielles de croissance sauvage et qui dénaturent la ville. Et il me semble que c'est un territoire que l'architecte doit pouvoir reprendre pour le requalifier, pour redonner de l'attrait à la ville. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, parce qu'on est dans un cadre, je pense, de loi de l'économie sauvage, c'est-à-dire c'est le principe du foncier pas cher, de la construction pas chère et de la rentabilité économique à tout prix. On fait en gros des boîtes métalliques à chaussures pour vendre pas cher, pour attirer, la clientèle, et on dénature énormément notre paysage.
Or, en fait, toute cette zone périurbaine sont en fait la transition qui peut se faire entre la zone rurale, paysagère, et la ville moyenne, ou plus grande. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur les solutions à apporter. Est-ce qu'il faut démolir, requalifier? Que peut-on faire sur ces zones qui sont que je qualifierais une pollution visuelle et qui dénature la ville et son ensemble? On parlait de la réhabilitation des friches au débat précédent et le fait qu'on réutilisait l'existant pour en refaire, et cette notion de territoire. Mais Philippe Madec, c'est peut-être vous qui avez la réponse? Ou d'autres, hein, allez-y. Non, c'est effectivement, probablement, là, vous l'avez bien dit, c'est la zone grise. C'est une zone grise, c'est même pas les friches industrielles. C'est finalement cette période de commerce de masse qui s'est développée de façon assez anarchique autour des villes. Moi, je pense qu'il est pas, il va encore persister quelques années, et la crise, la récession qui est devant nous va probablement stimuler un commerce à bas coût accessible et qui mite comme ça une partie des villes. Pour autant, à plus long terme, moi je crois qu'il va forcément disparaître, puisque la praticité du commerce, elle va se faire par la livraison, plus que par ces grands commerces massifiés qu'on a connus, qu'on connaît encore. Et quand on voit aux États-Unis en particulier la régression du commerce de masse et des grands malls et centres commerciaux, on voit préfigurer en fin de compte une recomposition du commerce. Ce qui pose un enjeu, et je sais que Caroline Cailleux là, est sans doute plus qualifiée que moi pour en parler, mais dans l'opération Cœur de Ville, il y a aussi la volonté de revenir sur un commerce expérientiel dans les centres-villes, beaucoup plus en phase avec le patrimoine, et qui est, je pense, une aspiration très forte des gens à vivre le commerce de manière différente, aller dans la praticité du commerce en ligne, mais retrouver avec le commerce une relation d'expérience beaucoup plus valorisante que ce commerce de masse qui s'est diffusé. Pour autant, la question, effectivement, qu'est-ce qu'on fera demain de ces friches? Moi, je pense qu'elles devront être restituées en grande partie à l'habitat, parce que surtout si on pose le zéro artificialisation nette comme un postulat, il faudra quand même garder un peu d'élasticité, et que ces zones peuvent être des zones d'élasticité avec des projets tels que vous les avez décrits, qui restent des projets positifs. Et donc ces zones seront peut-être le terrain de jeu de projets comme celui qu'on a évoqué, et on aura quand même un sujet qu'il faudra mieux maîtriser que ce développement que vous avez pointé, c'est la logistique urbaine, parce qu'en fin de compte, on aura toujours quand même ces grands hypermarchés, ces grands supermarchés, ou ces grandes Allo Chaussures et autres magasins sont des lieux qui vendent et qui stockent. Donc peut-être demain, on aura une autre forme de vente plus qualitative et plus à domicile, et un commerce expérientiel dans les centres-villes. Pour autant, on aura besoin de stockage, de logistique, et il faudra recréer des lieux. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on aura l'expérience que vous avez relevée, qui nous amènera à faire des lieux moins profilés, moins froids et moins négatifs que ceux qui ont effectivement mité et pollué les périphéries de nos villes. Yann Verling, vous, quelle est la réponse que vous apportez en Ile-de-France? Alors, en Ile-de-France, pour le moment, on n'a pas la réponse, comme vous dites, mais on a, peut-être plus qu'ailleurs, on a, d'ailleurs, on a un schéma, là, qu'on va devoir, le SDRIF, qu'on va devoir revoir. On est en plein en train d'y réfléchir, et plus qu'ailleurs, nous avons, nous, la contrainte de ce qu'on appelle le ZAN, c'est-à-dire le zéro artificialisation nette. C'était le débat précédent. Et moi, je vais peut-être être un peu radical dans ma vision, mais on a une forte pression pour chercher encore du foncier, et aujourd'hui on est au pied du mur, parce qu'on a les fonciers aujourd'hui auxquels on a toujours eu recours par le passé, c'est le foncier agricole, forestier ou naturel. Ça devient de plus en plus impossible d'aller chercher ça. Le foncier agricole, on a les agriculteurs qui nous supplient de leur laisser des terres, et ils ont bien raison. Le foncier naturel, je l'ai dit, il devient encore beaucoup plus rare, et on a une aspiration collective à garder des espaces naturels. Et le foncier forestier, c'est pareil. On a aussi une aspiration collective à le garder. Donc moi, je trouve que on a parlé tout à l'heure aussi d'une notion du beau, du laid. Bon, c'est typiquement ces zones d'entrée de ville, objectivement, avouons-le, sont laides. Sont d'une laideur épouvantable souvent même.
Et donc, il y a une aspiration à ce qu'on ne fasse plus ce genre de choses aussi. Et d'ailleurs, il faut se rendre compte aussi que, on l'a lu encore, Jérôme Fourquet a fait un livre là-dessus, que c'est là aussi, dans ces zones-là, qu'on a vécu ces phénomènes de gilets jaunes, les ronds-points. C'est là, c'est le quotidien de trop de Français de vivre dans ces milieux qui sont d'une esthétique douteuse. Mais moi, par rapport à cette logique demain de gestion urbaine, de foncier à chercher, le potentiel, il est là. Le potentiel de demain pour aller chercher du foncier disponible, ce sont ces zones commerciales qui ont été d'un gaspillage foncier épouvantable. Quand vous regardez encore aujourd'hui comment c'est fait, vous avez une gabegie d'espace foncier au sol qui est épouvantable. Et donc là, il y a de la ressource. Et alors après, on ne pourra pas tout réexploiter pour en faire demain du logement et autres, parce qu'il y aura évidemment... Tout n'est pas zone commerciale, il y a aussi des zones industrielles dans ces périphéries de ville. Et dans les périphéries de ville, ces zones industrielles, pour autant, on a aussi des besoins fonciers demain pour de l'industrie qui va revenir. On aura aussi des besoins fonciers pour poser des zones, pour poser des énergies renouvelables. On aura besoin de foncier pour des déchetteries, pour des méthaniseurs, parce que les énergies nouvelles ont besoin de foncier. Il y a de la ressource à ces endroits-là pour des sols pollués dont on ne saura rien faire d'autre. Et ce sera potentiellement ces zones foncières qu'il faudra utiliser. Donc finalement, il y a du positif dans ces zones périphériques parce que c'est notre ressource foncière pour demain. Ouais, c'est ce que dit Michel Desvignes, finalement, c'est une chance. Paradoxalement, ce qui est laid aujourd'hui est une chance, parce que peut-être que dans 30 ans, même si c'est sur le temps long, dans 30 ans, dans 50 ans, ça sera très rapidement. Philippe Madec, pour reprendre une question. En fait, si on ne s'attache qu'à ça, qu'à ce souci que tout le monde connaît, on ne va pas s'en sortir. Ces zones sont typiquement l'expression de l'aménagement du territoire, ponts et chaussées, moderniste, XXe siècle. C'est le fait qu'on pense que la voiture nous libère. Et on sait bien qu'il faut en arrêter une bonne fois pour toutes avec le modernisme. Il faut en faire son deuil. Et se poser d'autres questions que celles du siècle passé. Vous vous rendez compte, on est quasiment au quart du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on a fait de mieux depuis que d'avoir conscience qu'il faut faire des choses différemment? Pas grand-chose, quoi. Donc on n'a pas de temps. Mais par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est au moins se poser la question de l'autonomie des territoires. Plutôt que de penser comme les modernes, qu'il y a une complémentarité des territoires. Je vous mets l'économie à cet endroit-là, l'agriculture ici, le logement là. C'est fini. Il faut absolument s'interroger, y compris si c'est difficile, sur l'autonomie des territoires. Une autre question. Oui, s'il vous plaît. Oui, merci donc pour vos interventions. Je viens d'entendre de la bouche de M. Madec le mot « voiture ». Et ma question porte là-dessus. Nous-mêmes, nous vivons à Paris depuis 40 ans, nous n'avons pas de voiture, nous nous en portons très bien. Et ce qui nous fait hésiter à nous installer en province, dans une jolie ville moyenne, comme M. Fromentin l'a dit, il y a l'incertitude des services, mais il y a aussi le fait que dans une ville moyenne, on est esclave de la voiture. Alors, est-ce que l'avenir pour l'humanité, c'est une voiture, un adulte ? Est-ce que... Il y a des programmes de taxi à 1 €. Quand je dis voiture, ça veut dire pouvoir trouver tous les services dans un périmètre de 1 km, comme c'est le cas à Paris. L'avenir n'est peut-être pas non plus la propriété, mais la location. À 1 kilomètre près, cher monsieur, je ne voudrais pas vous décevoir, mais ça sera difficile. Par contre, c'est vrai que les élus des territoires s'efforcent d'avoir des programmes de mobilité, d'avoir des programmes de covoiturage qui vous permettent de rejoindre, et je suis d'accord avec la distance, à 20 minutes maximum d'une ville où il y a tous les services. Enfin, j'allais dire, moi, je suis sur un territoire où on a mis en place un programme de covoiturage, des transports à la demande, des bus qui circulent dans la communauté d'agglomération, et comme la distance la plus importante
importante est 15 km, je crois, de la ville de Beauvais, qui est la ville-préfecture. Les gens peuvent venir. Mais ce n'est pas encore tout à fait dans leur logiciel, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent « Ah oui, mais il faut que je téléphone pour m'inscrire. Ah oui, mais il faut que je prenne un rendez-vous. Non, mais vous comprenez, moi j'ai envie de faire mes courses à telle heure et le bus ne passe pas à telle heure, etc. » Donc c'est, j'allais dire, une pédagogie qu'il va falloir que nous mettions en place, mais vous ne pourrez pas transporter la ville moyenne, quelle qu'elle soit, partout, j'allais dire, comme un modèle, partout pour tout le monde. Donc il faut, sans voiture, il faut que vous vous organisiez, cher monsieur. Mais il y a des possibilités. Dans certains territoires, il y a des possibilités aujourd'hui. La notion de location aussi est quand même très importante, puisqu'aujourd'hui, l'idée de propriété pour les voitures va peu à peu disparaître pour que chacun puisse s'approprier avec des voitures comme les Vélib aujourd'hui, ou soit au service de chacun, mis au service de chacun. Moi, ce qui me gêne le plus, je vais vous dire, c'est dans nos villes moyennes et dans nos ruralités agglomérées à nos villes moyennes, c'est la construction de la maison avec le jardin. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, je crois, enfin, je vois chez mes concitoyens et chez les gens qui arrivent, c'est un peu le rêve de tout le monde d'avoir sa maison et allez, un petit coin d'herbe dont ils ont été frustrés particulièrement pendant le premier confinement. Or, avec le ZAN dont parlait Yann Verling, il faut construire, on nous dit, la ville sur la ville. Ce n'est pas tout à fait le souhait des urbains qui déménagent vers une ville moyenne parce qu'ils rêvent d'espace. Donc c'est là où nous allons avoir un problème, parce qu'on a démoli des tours avec les opérations de rénovation urbaine, mais ce n'est pas pour les reconstruire aujourd'hui sous prétexte qu'il faut économiser la terre, entre guillemets. Voilà, c'est un des défis que les élus auront demain, c'est... quel habitat voulons-nous? Quel habitat pouvons-nous offrir? Et puis, quelles entreprises pourront venir sur nos territoires? Puisque là aussi, les terres agricoles, il faut les préserver parce que les habitants aiment les circuits courts, parce qu'il y a d'autres modes de consommation qui se mettent en place. Mais alors, est-ce l'économie à la place de l'écologie? Est-ce l'habitat écologique à la place d'autres formes d'habitat? Je pense que ça, ce sont les défis que les élus auront à porter demain. Je vous remercie. Je crois qu'on va devoir s'en arrêter là. Je vous remercie beaucoup, évidemment, à vous quatre d'être intervenus. Merci beaucoup d'avoir été ici. Je vous signale que les débats continuent. Ils continuent à 14h30 ici même avec 2 débats. Faut-il opposer anciens et nouveaux matériaux? Ça sera animé par Francis Rambert. Et renouveau de l'architecture de terre, mode ou nouvel horizon, c'est à 16h et c'est animé par Emmanuel Caille. Voilà, et vous aurez également des débats dimanche matin à 11h et dimanche après-midi à 14h30. Merci beaucoup, à très vite.